Bonsoir, les titres, on nous regarde désormais à Bofa, nos images sont de retour dans les foyers, ça fait du bien aux téléspectateurs de la télévision nationale, nous les entendrons dans ce journal. La lutte contre le cancer du sein s'intensifie à Conakry, une campagne de dépistage se tient au centre médical communal de Ratouma, elle est gratuite et va durer tout le mois d'octobre, décryptage dans un instant. Et puis on va aussi parler du père de l'indépendance nationale, Ahmed Sékou Touré. La Guinée lui a rendu un grand hommage, la première dame de la République aussi. 60 ans après le nom de 58, son épouse André Touré est encore sous le coup de l'émotion. Bonsoir, merci de nous choisir pour vous informer. Conakry change de visage et la ville compte aujourd'hui des hôtels de luxe, une initiative présidentielle saluée par de nombreux Guinéens. L'hôtel Kaloum aussi a été inauguré grâce au partenariat avec la Chine. Témoignage que la Guinée est devenue une terre d'investissement, comme le montre ce reportage de Thierno Ousmane Diallo. Le geste est simple, mais très significatif. Il marque l'aboutissement d'un investissement de plus de 100 millions de dollars avec des partenaires étrangers et consolide l'idée d'une Guinée devenue attractive, un pays terre d'investissement. L'hôtel Kaloum, l'unique 5 étoiles dans la commune qui l'abrite, vient renforcer le parc hôtelier de la Guinée dans un contexte où le développement de la politique hôtelière est classé parmi les axes prioritaires de la Troisième République. C'est grâce à la volonté politique de professeur Alpha Condé. C'est lui qui m'a fait confiance. Il y a eu appel d'offres qui m'ont donné du terrain. J'ai envoyé des partenaires chinois. On a pu construire cette belle infrastructure. Le président de la République, lui, venait chaque fois lui-même en personne. Il marche du palais ici pour visiter le santé, l'évolution de santé. Chaque fois, il parle de normes internationales, C'est pour cela qu'on a pu faire tant d'investissements pour construire cette belle l'hôtellerie en Guinée. Avec ses 18 étages, l'infrastructure est entièrement financée par un groupe d'investisseurs chinois. Lors du 60e qui vient d'être célébré, elle a servi de cadre d'accueil à de nombreuses délégations avec ses suites présidentielles et ses 265 chambres. Test réussi pour cet hôtel qui vient aussi améliorer l'image de la capitale. L'hôtel va apporter justement cette touche particulière de redorer le niveau de service. D'abord, premièrement, c'est ce qui compte. En plus de ça, c'est une capacité litière, une capacité de service en plus pour la République de Guinée et pour la ville de Conakry particulièrement. Conakry, plus particulièrement Kaloum, avait ce problème parce que c'est le centre-ville, la première commune de Guinée. Si avec la politique du président de la République, on arrive à mettre un hôtel de 5 étoiles, suivi d'autres hôtels, je crois que c'est une fierté pour tous les habitants de Kaloum et plus particulièrement nous qui sommes chargés d'administrer cette collectivité. Depuis 2010, plusieurs infrastructures hôtelières ont été construites dans la capitale. Inciter les jeunes à s'intéresser à ce domaine et proposer des formations de qualité sont les autres défis à relever. Je vous le disais en titre, merci de nous regarder à Bofa où après plusieurs mois d'interruption, les images de la télévision nationale reviennent dans la ville grâce aux efforts du président de la République. De nouveaux équipements sont installés, ça fait du bien aux téléspectateurs de la mère des télévisions guinéennes. Témoignage en images avec Bernard Tonguino, Aboubakar Sidiki Souma. Après plusieurs années coupées des émissions de la radio et la télévision guinéenne, les populations de Bofa pourront désormais suivre les nouvelles nationales sur le petit écran. Le site d'émission vient d'être réhabilité et un nouvel émetteur est installé. Désenclaver les populations guinéennes en matière d'information, c'est non seulement une priorité pour moi, mais c'est aussi une instruction ferme qui figure dans ma lettre de mission qui m'a été assignée par le Premier ministre sous la conduite du chef de l'État. Donc l'opération que nous avons conduite à Bofa aujourd'hui n'est que le début d'un grand processus d'opérationnalisation de tous les émetteurs à l'intérieur du pays, parce que dès la semaine prochaine, les équipes techniques vont se rendre en forêt et ensuite en Haute-Guinée pour terminer en Moyenne-Guinée. C'est un émetteur de 500 watts. Avant, c'était un émetteur de 150 watts qui était là.
Maintenant, on l'a remplacé par un émetteur de 500 watts. C'est pour que toute la population de Bofa puisse recevoir les images de la radio, de la télévision nationale sans frais, sans rien payer. La seule chose à payer, c'est d'aller au marché, se procurer d'un poste téléviseur, d'une antenne et puis une source d'énergie. C'est tout. La cérémonie d'inauguration des nouveaux équipements est célébrée par les populations du Rio Pongo. Un moment de réjouissance pour les citoyens et l'administration locale. Je suis content à plus d'un titre. Et nous serons maintenant informés sur tout ce qui va se passer dans l'intérieur du pays. C'est une grande joie et pour la population et pour l'administration en général. Donc, quant à l'entretien des lieux, nous allons nous y mettre, nous allons mettre ça dans le programme même de la préfecture, pourquoi pas même de la commune urbaine. L'opération d'installation des nouveaux émetteurs va toucher toutes les préfectures, jusque-là coupées des émissions de la RTG. Restons à l'intérieur du pays, direction cette fois Farana et Kissidougou, où la Banque mondiale et l'Agence française de développement travaillent pour un meilleur accès des populations aux soins de santé par exemple. Plusieurs infrastructures sociales de base sont construites et remises aux autorités locales. Une action du programme d'appui aux communautés villageoises. Reportage Moussa Bangoura, Silati Kourouma. Dans le Sankaran, en plus de nombreuses infrastructures construites, le PACV offre un foyer des jeunes à la population de Tindo. L'édifice va servir de lieu de rencontre, d'écoute et de conseil pour la jeunesse. Nous sommes fiers du programme politique du professeur Alpha Condé, parce qu'il a compris que le développement, c'est à partir de la base. Quand les communautés villageoises commencent la prospérité par des infrastructures pareilles, destinées à la gestion de leur jeunesse, je pense que c'est l'amorce d'un développement social sans pareil. Après Farana, la mission s'est rendue dans les localités de Fermé-Sadouba et Bendou dans Kissidougou. Dans ces districts, les populations locales expriment leur joie à l'endroit du donateur. Elles ont bénéficié d'un poste de santé, d'un forage et d'une plateforme dotée d'équipements pour les femmes. Nous avons visité beaucoup de communes rurales et vraiment regardé comment les micro-projets sont réalisés et aussi rencontre avec les populations et les autorités locales. Et vraiment, merci beaucoup à tous les collaborateurs au niveau local, aussi bien sûr au niveau national et la population. Le PACV prend fin en 2020. La relève sera assurée par l'ANAFIC, l'Agence nationale de financement des collectivités. Depuis la mise en œuvre du PACV dans ces deux préfectures, les économiques de base ont été réalisées en faveur des populations locales. À Conakry, on va en guerre contre ce qu'on appelle les réseaux de revente des produits antipathiques. Il s'agit de médicaments offerts gratuitement aux structures de santé par le gouvernement américain par exemple, mais qui se retrouvent après sur le marché et vendus aux populations. Comment tout cela est monté? Les gouvernements américains et guinéens veulent traquer les auteurs. Et pour la campagne, un numéro vert est rendu public pour signaler tout cas de détournement. Adia Toubari suit pour nous cette opération. Sur cette scène théâtrale, Kabakoudou et Grande Devise, deux humoristes qui fustigent à leur façon la vente des médicaments et produits destinés à la prise en charge du paludisme en Guinée. L'idée est d'inciter les communautés à tous les niveaux à dénoncer la vente illicite des équipements de tests rapides palu, des moustiquaires imprégnés et des combinaisons thérapeutiques avec des étiquettes de l'USAID. Le 8135, c'est le numéro vert mis à la disposition des citoyens par le bureau de l'inspecteur général de l'USAID pour collecter les informations fiables sur la fraude antipaludique. Les Guinéens se sentiront concernés à signaler le cas de fraude. Les précieuses informations fournies sur les cas de fraude des produits antipaludiques à travers ce programme de l'univers aideront à lutter contre le détournement de ces produits dans le pays. Si les formations
peut conduire à une arrestation, ou du moins à la découverte de stocks de marchandises volées ou falsifiées. Ça, c'est une information importante pour nous et la personne va être compensée. La campagne anti-fraude des médicaments et produits antipaludiques amorcée a aussi deux autres enjeux. Réduire la pauvreté en mettant les citoyens à l'abri des dépenses dans l'achat de médicaments antipalus, pourtant gratuits, mais également freiner l'automédication qui peut être parfois fatale avec l'administration des produits mal conservés ou encore contrefaits. Et c'est l'inspection régionale de la santé justement qui sera au devant dans l'application de cette loi pour pouvoir punir de façon tout à fait réglementaire tous ceux qui vont contrevenir dorénavant au principe d'exercice du métier pharmaceutique. Aujourd'hui, dans la lutte contre le paludisme, la Guinée enregistre depuis 2016 une réduction de 65% du taux de prévalence de la pathologie. Cet acquis est obtenu grâce à la gratuité de la prise en charge du paludisme dans les centres hospitaliers soutenus par l'USAID à travers le programme Initiative présidentielle contre le paludisme. Je vous le disais en titre, le cancer de sein tue de nombreuses femmes chaque année. La maladie n'est parfois pas connue de certaines, mais à Conakry en région, la lutte contre la maladie s'intensifie par des actions de prévention et de dépistage précoce. Pour tout le mois d'octobre, le centre médical communal de Ratoma va accueillir les candidates au dépistage, non seulement du cancer de sein, mais aussi du col de l'utérus, une initiative de l'association guinéenne pour la lutte contre le cancer. Le point avec Samara Tono. Selon les statistiques du département de la santé en Guinée, plus de 450 femmes sont mortes en 2017 du cancer du sein sur les 605 cas enregistrés à travers le pays. Quant au cancer du col de l'utérus, la pathologie a tué 1500 personnes sur les 1800 cas notifiés. Pour limiter la propagation de ces deux types de cancers, une campagne de dépistage volontaire est initiée au centre médical communal de Ratoma par l'association guinéenne pour la lutte contre le cancer. Je suis venue me dépister ici volontairement parce que je sais que le cancer, c'est une maladie qui tue. Ils m'ont dit que je me sens très bien. J'encourage mes copines, les collègues, tout le monde de venir se dépister parce que c'est très bon pour avoir la santé. Cette opération de dépistage gratuit sera couplée des séances de sensibilisation sur les méthodes de prévention de ces deux types de maladies. À l'issue des examens, un traitement cryothérapie est gratuitement accordé aux personnes nouvellement contaminées. Les cas compliqués sont orientés vers les centres de prise en charge. L'opération est baptisée Octobre Rose. Le mois d'octobre est dédié à la lutte contre le cancer du sein à travers le monde, appelé sous le slogan Octobre Rose. Alors nous, on a voulu faire le dépistage des cancers du sein, mais couplé à celui du col de l'utérus. Ça nous donne l'opportunité de sensibiliser à la fois les femmes qui viennent pour le dépistage, mais aussi de pratiquer la détection précoce pour le cancer du sein, mais aussi détecter les lésions précancéreuses du col de l'utérus. Cette campagne de dépistage se déroulera dans les 5 communes de Conakry tous les vendredis et samedis durant tous ces mois d'octobre. C'est officiel, l'université La Source intègre le programme CAMES. Les diplômes de médecine de l'institution sont désormais reconnus par le Conseil africain malgache pour l'enseignement supérieur. L'acte d'accréditation est signé par le secrétariat général du CAMES, réputé pour la reconnaissance et les équivalences des diplômes africains. Francis Collier nous en dit plus. Sur 114 dossiers de candidature présentés, la Guinée n'en avait que 2. Et c'est l'université La Source qui a réussi à remplir les critères de l'institution. La Source a dû se battre de façon à obtenir cette accréditation en respectant prioritairement les 4 éléments: les enseignants de rang magistral qui doivent diriger les facultés, les enseignants homologués au niveau de Gamal qui doivent enseigner, les matières qui doivent être enseignées doivent être des matières également homologuées, acceptées dans le programme harmonisé de la sous-région.
Il y a eu 3 missions d'inspection du CAMES en Guinée, des experts en la matière. Avec cette accréditation, les diplômes de l'Université La Source seront reconnus par le CAMES, l'institution internationale de reconnaissance et d'équivalence des diplômes africains. Ceux qui veulent faire la médecine, je les invite, je les encourage à venir s'inscrire au niveau de l'université privée La Source. Ils peuvent nous faire confiance. Nous travaillons de façon qu'à leur sortie d'ici, ils n'auront pas de problème pour se trouver du travail parce qu'ils sortiront bien formés. L'université La Source fait un bond en avant pour une formation de qualité en médecine. Pendant 5 ans, elle doit maintenir la qualité de ses formations à travers un personnel qualifié, le contenu des programmes et des équipements adaptés. Et puis notre rubrique La Guinée en bref, une compilation de l'actualité nationale proposée par la rédaction et commentée ce soir par Boubacar Djabi. La traite des personnes, l'une des formes d'exploitation des temps modernes, prend de l'ampleur. Selon des spécialistes, toutes les formes sont pratiquées en Guinée. Pour lutter contre ce fléau, le Comité national de lutte contre la pratique a récemment mené une série de campagnes de sensibilisation et d'information à l'intérieur du pays. Ce week-end, les membres du comité étaient face à la presse. L'idée est d'informer l'opinion nationale sur le travail déjà abattu sur le terrain. Nous avons voulu faire un peu l'état des lieux. Qu'est-ce que le Comité national de lutte contre la traite des personnes fait en termes d'activité? Qu'est-ce que nous faisons en termes d'accompagnement des victimes? Et qu'est-ce que nous faisons en termes de poursuite à l'encontre des auteurs de la traite des êtres humains? Nous avons estimé qu'il fallait que nous puissions partager toutes les informations, toutes les activités que nous réalisons, partager ces informations avec la presse, avec la communauté, avec tous les partenaires. Asseyons-nous et discutons. C'est l'un des projets au cœur de la promotion du dialogue social en Guinée. Lancé il y a un mois, le projet est en phase d'installation dans les 5 communes de Conakry. Financé par Osiwa et exécuté par l'ONG protégeant les droits humains, le projet vise à former et installer dans les localités des personnes ressources qui vont s'investir au quotidien dans la résolution des conflits à la base. Depuis les temps les plus anciens, la gestion des conflits dans le Mandé, donc au XIIe, XIIIe siècle, était déjà confiée à des spécialistes que l'on appelait les Gélis. Ils avaient pour eux l'obligation de remettre de l'ordre là où les choses n'allaient pas. D'ailleurs, la conclusion de la charte de Kouroukanfouga est très éloquente là-dessus. Que rien ne se gâte en votre présence. Avec une telle conclusion, je crois que tout est dit. Les clés pour le développement de la Guinée est un ouvrage à caractère économique mettant l'accent sur 4 piliers principaux pour le développement économique accéléré de la Guinée. Pour l'auteur, le développement du pays n'est pas seulement une affaire de différentes possibilités pour une évolution accélérée et durable. Au nombre des suggestions, la diversité de l'économie, l'amélioration de la production agricole, la valorisation du potentiel hydroélectrique et la bonne gouvernance. Une nouvelle stratégie de développement reposant sur 4 piliers. L'agriculture, l'hydroélectricité, les mines et la gouvernance. C'est des clés qui ouvrent la porte du développement économique et social de la Guinée. En s'appuyant sur l'agriculture, des pays ont fait ça avant nous. Je citerai le cas de la Chine et de l'Inde. Et il a été prouvé par des recherches scientifiques que les pays qui ont commencé leur développement par l'agriculture ont fait des progrès immenses.
On va s'arrêter à l'Abbé. Là-bas, et vous allez le voir, on parle de paix, comment la préserver dans notre pays. Sur place, Elhadji Djeriba Diaby, l'ambassadeur de la paix, il vient de lancer une campagne de sensibilisation sur les enjeux de la quiétude sociale. Et à l'Abbé, il a rencontré des sages, mais aussi les autorités de la région. Et c'était le seul sujet au menu des discussions. Nos points avec Fatoumata Batouli, Aboubakar Diaby. La Fondation Elhadji Djeriba Diaby pour la paix et l'assistance sociale est sur le terrain pour sensibiliser les citoyens sur la culture de la paix et de l'unité nationale. Après la région de Mamou, l'activiste de la paix demande aux religieux de l'Abbé d'œuvrer pour l'instauration de la quiétude sociale dans leur localité. L'exemple doit être pris par soi-même, car pour dire aux gens arrêtez-vous, il faudrait que vous-même vous soyez sur le bon sommet. Les sages guinéens doivent savoir ce qui est imam doit rester imam. Personne n'a le droit de détruire ce pays, personne n'a le droit de diviser ce pays. Nous devons être unis et les sages sont les gardiens de cette unité. Nous sommes nés et éduqués dans la paix. Donc nous, imams, nous devons l'accompagner dans sa mission afin de restituer cette même paix à la nouvelle génération. Les représentants des partis politiques, des autorités, des sages, des femmes et des ressortissants des jeunes de l'Abbé se sont fortement mobilisés pour accueillir les messagers de la Fondation Elhadji Djeriba Diaby. Ici, l'initiative a été saluée et soutenue pour une Guinée de paix et de fraternité. La paix est une denrée, il faut la partager. Elle est nécessaire et il est aussi nécessaire de la consommer. Sans la paix, il n'y a rien, il n'y a aucune activité, il n'y a pas de prière, il n'y a pas de développement, il n'y a pas de partage, il n'y a absolument rien. La Fondation Elhadji Djeriba Diaby a pour mission de renforcer le tissu social en tenant compte des valeurs religieuses, traditionnelles et socioculturelles afin de réduire les tensions et promouvoir la culture de la paix dans nos communautés. Et puis cette action humanitaire des vivres et non-vivres pour les enfants de l'orphelinat Les Samaritains de Wanindara, d'autres personnes vulnérables de la commune sont aussi concernées par ce don. Une initiative d'un groupe de jeunes qui se fixe le défi de donner un repas pour demain. Mamadou Saluba. Assises sur le terre-plein, le regard perdu, ces personnes en situation difficile sont à la quête du quotidien. Leurs conditions attirent ce groupe de bienfaiteurs réunis au sein de l'association Donner un repas pour demain. Il apporte à ces personnes nécessiteuses des vivres composés du riz, du sucre, du lait et de l'eau minérale. Le but principal en fait c'est de donner, même si on ne peut pas assurer le repas quotidien, mais que chaque jour qu'on trouve, même si c'est un petit biscuit, un kilo de riz, 1 kilo de sucre qu'on va remettre à une famille qui va être contente d'avoir cela pour nourrir sa famille. De Matoto, direction Wanindra, à l'orphelinat Les Samaritains. Ici vivent 28 pensionnaires composés d'enfants en situation difficile. Ils bénéficient aussi des vivres et des fournitures scolaires. Un acte de charité qui apporte du sourire à ces enfants. Sans la volonté des uns et des autres, il serait très difficile que nous puissions surmonter les durs moments que nous vivons après le décès des parents de certains parmi nous et à l'abandon de d'autres par leurs parents. Nous sommes très heureux. C'est une grandiose et réelle satisfaction pour nous de recevoir ce symbolique don. Nous allons utiliser ces dons pour leur cause et surtout pour leur particulier bonheur. Cette action sociale est le fruit de contributions des membres de ce groupe de personnes qui, en dehors de leurs activités professionnelles, ont décidé d'œuvrer dans l'humanitaire. Leur mission, changer les conditions de vie des personnes en situation difficile, notamment les enfants. Je vous le disais en titre, la première dame de la République a organisé ce samedi une réception à la résidence de Hadji André Touré, l'épouse du père de l'indépendance nationale, Ahmed Sékou Touré. Une soirée festive qui a mobilisé de nombreuses personnalités du pays, venues rendre hommage à l'homme du 28 septembre 1958. Et cela s'est fait en musique avec le célèbre Bembeya Jazz national, Maurice Livé. Tout
au long des festivités de l'an 60 de l'accession de la Guinée à la souveraineté nationale, de nombreux témoignages ont été rendus à l'ancien président Feu Ahmed Sékou Touré et aux autres pères fondateurs de l'indépendance. En reconnaissance à ses devoirs de mémoire, la toute première dame de la Guinée indépendante offre ce concert animé par l'orchestre Bembeya Jazz National. Ce n'est qu'un début. La vérité va plus. Parce que depuis un moment, on a raconté tellement de mensonges. La vérité commence à venir. Et ce qui fait plaisir, c'est de voir les jeunes qui n'ont pas connu le temps de la première et qui sont fortement engagés. À travers la chanson fétiche, Regard sur le passé, l'orchestre emblématique a tenu le public en haleine pendant plus d'1 heure. La reconnaissance des combats des anciens présidents devrait être un devoir patriotique pour le progrès du pays. Il faut toujours se référer du passé pour avancer. On ne peut pas occulter les présidents passés de Guinée. Chacun a du positif. Ahmed Sékou Touré a eu du positif. Le général Lansana Conté a eu du positif. Il a ouvert la Guinée au multipartisme. Donc il ne faut pas que les Guinéens oublient cela. Quand il n'y a plus un président, on balaye tout ce qu'il a fait. On ne parle plus de lui pendant des décennies. C'est néfaste. Il faut qu'on fasse le bilan de chaque président. Ce qu'il a fait de positif, ce qu'il a fait de négatif. Et ce qui est positif, on le prend, on se réfère de ça pour construire notre nation. C'est ce qu'il faut faire. L'événement a connu la présence de plusieurs compagnons de Feu Ahmed Sékou Touré. En première ligne, Elaï Momo Bangoura. Des sympathisants du parti PDG-RDA étaient présents à la cérémonie. Et puis notre rubrique en 60 de l'indépendance nationale. Ce soir, nous tournons nos projecteurs sur le CERESCOR, l'un des plus grands centres de recherche scientifique du pays qui a plutôt connu un parcours difficile. C'est un grand format réalisé par Médine Magbe-Konaté. L'histoire du centre de recherche scientifique Conakry-Rogbané est celle d'un ambitieux projet de la Guinée conquérante du savoir scientifique. Bâti sur plus de 4 hectares, l'établissement, fruit de la coopération avec l'ex-Union soviétique, est créé en 1976. Il est placé sous la tutelle du ministère de l'Enseignement supérieur. C'est un centre qui a pour mission de contribuer au développement économique de notre pays, la Guinée, par la science et la technique. Il y a aussi d'autres domaines comme les matériaux de construction et produits finis, ainsi que les énergies nouvelles et renouvelables. À un moment donné, la Guinée est allée signer un accord de coopération avec l'Union soviétique. Et à l'époque, c'est le secrétaire d'État Néné Kali Kondeto qui est parti avec le professeur Kanté pour signer l'accord. Mais au moment de signer l'accord, ils se sont rendus compte qu'il n'y avait aucun Guinéen qui pouvait travailler dans un tel centre. Et j'étais le seul Guinéen en train de faire de la physique sur le territoire soviétique. Alors, ils en ont parlé au chef de l'État qui a donné l'ordre de me faire venir immédiatement sur Moscou et de m'intimer l'ordre de changer de spécialité pour pouvoir venir plus tard travailler au CERESCOR. Ce pôle d'expertise scientifique et technique est alors unique dans la sous-région et regroupe principalement l'océanographie physique, l'hydrochimie, l'hydrobiologie, l'environnement marin et côtier, des domaines dont la connaissance devrait contribuer au développement économique de la Guinée. Et croyez-moi que nous soutenions tous les centres de recherche africains parce que nous disposions de grands bateaux, Vernadsky, Lomonosov, etc. Et tous ces bateaux-là nous permettaient d'aller en pleine mer, d'envoyer nos chercheurs pendant 1 mois, même plus, en mer, pour faire vraiment de la recherche approfondie sur la zone tropicale de l'océan Atlantique. Parallèlement à ça,
avec l'agrandissement, n'est-ce pas, des activités du CERESCOR, le centre de recherche océanographique a vu 3 départements naître. Il y a d'abord le département d'océanographie, le département de la biologie marine qui était un laboratoire de biologie marine et le département de géologie et environnement qui était un laboratoire de géologie et environnement au niveau de la division de l'océanographie. Donc voilà comment il y a eu une extension du centre et beaucoup d'activités ont été menées. Le département de géologie et environnement a pour objectif de voir la structure du sous-sol guinéen et voir la possibilité avec le temps des recherches visant à trouver, n'est-ce pas, quelques gisements de pétrole. Cette recherche-là a commencé il y a très longtemps. Mais avec les moyens rudimentaires qu'on avait en ce moment, on ne pouvait pas continuer des études. Et Dieu seul sait, avec l'éclatement de l'Union soviétique, pratiquement la coopération soviéto-guinéenne a été très affaiblie, pour ne pas dire estompée. À un moment, nous avons évolué avec l'Ukraine, puisque le centre qui pilotait le CERESCOR ici est en Ukraine, à Sébastopol. Donc c'est pour ça que l'Ukraine a pris la relève. Mais comme l'Ukraine est un pays, après la désintégration de l'Union soviétique, c'est un pays qui est économiquement très faible, hein, l'Ukraine n'a pas pu supporter des activités de recherche ici. L'étuve de séchage des échantillons et le cure en frigo sont les premières machines d'expérimentation du Centre de recherche scientifique Conakry-Robané. L'équipement, c'est encore le principal outil fonctionnel de ce laboratoire d'expérimentation. Il aide à sécher l'argile, les roches calcaires et chaudes. Nous avons également étudié certains calcaires sur le territoire national. Nous sommes partis à Kenya, nous avons fait des prélèvements là-bas, nous avons analysé pour la production de la chaux hydraulique. La chaux hydraulique, pourquoi? Parce que la chaux hydraulique, peut être un liant qui peut remplacer le ciment. C'est seulement en Guinée qu'on n'utilise seulement que le ciment. Alors que dans certains domaines, on peut utiliser de la chaux hydraulique qui est beaucoup plus économique que le ciment et qui peut remplacer le ciment efficacement dans certains domaines de la construction. Nous avons fait également un prélèvement à Sigré sur le calcaire de Sigré. Nous sommes en train de travailler actuellement pour essayer de produire la chaux hydraulique. De l'autre côté, au département des matériaux de construction, le laboratoire des produits finis porte les marques du temps. Les archives sur les recherches sont encore intactes. Ces photos rappellent la participation du centre à la construction de plusieurs infrastructures dans le pays. Nous avons travaillé sur la terre latéritique. Nous avons cherché comment est-ce qu'il faut utiliser la terre latéritique, soit dans la fabrication de la terre stabilisée, soit pour utiliser le gravier latéritique dans le béton. Et nous avons des résultats par rapport à ça, les résultats qui sont accessibles. Nous utilisons également les plastiques, vous voyez, ce que nous avons fait. Ça, c'est les sachets plastiques que nous avons fait fondre et que nous voulons utiliser dans la fabrication des mortiers. Quand on utilise ça dans la fabrication de mortiers, on peut faire des pavés. Des pavés pour la construction des trottoirs, des blocs de construction également, les briques. On peut utiliser dans ce cadre-là. Quand nous avons commencé l'expérimentation de la boue rouge et de la latérite rouge là, ici, l'autre objectif c'était quoi? C'était d'utiliser cette latérite-là, la traiter de manière à ce qu'elle réponde un peu aux conditions physiques du goudron qu'on utilise pour le revêtement des routes. Or, vous savez, la Guinée, on a beaucoup de routes, on a beaucoup de préfectures, de sous-préfectures. L'État, avec les maigres moyens, se bat pour donner, n'est-ce pas, couvrir les routes nationales en goudron. Mais les routes sous-préfectorales, c'est un autre problème qui se pose. Or, cette latérite-là, nous pouvons la traiter pour en faire un vrai revêtement, traiter les routes intercommunales qui peuvent durer pendant 5, 6, 7, 8, 9, 10 ans même. Les routes sont là, elles sont rouges, les véhicules circulent là-dessus, mais il n'y a pas de poussière. C'est un autre objectif par rapport à ça. Au départ, ici, les Camerounais sont venus ici parce que c'était vraiment le centre de l'Afrique occidentale. Les Camerounais sont venus, ils ont récupéré cette petite expérience-là, ils sont allés expérimenter ça chez eux. Et eux, ils ont réussi à utiliser cette latérite-là en la traitant pour couvrir toutes les routes intercommunales.
Ce bassin d'expérimentation des vagues dans la cour, aujourd'hui non opérationnel, est un point nodal dans le fonctionnement du centre. Mais depuis plusieurs années, il est désert. À la différence de ces garages, anciennement réservés à la réparation des bateaux de recherche, il a été depuis longtemps passé à un particulier réparateur de voiturés. Aujourd'hui, c'est l'atelier le plus fréquenté du CERESCOR. Suivant le modèle de gestion de l'atelier mécanique, le centre de recherche a également mis en location les logements des experts russes. C'est avec ces recettes de location de ce patrimoine que le centre entretient ce qui peut l'être encore et fonctionne en attendant la relance un jour. On en va pendant la marée haute, on le redescend et il est dans le... Voilà, c'est tout pour les infos. Merci de nous regarder à Bofa, Dalaba et Mandiana. Demain, vous serez avec Seydou Diallo et à 13h. Et à 20h30, Falilou Diallo sera avec vous dans Guinée Info. Vous pouvez aussi nous suivre sur rtgcoloma.info. À très vite et très belle semaine.